M. Duverneuil, vous venez d'être élu président du CIGREF. Comment voyez-vous vos priorités sur le mandat que vous allez exercer? Quels sont les axes que vous allez développer? Alors, le premier axe qu'on s'est fixé, c'est la mise en œuvre de notre programme CIGREF 2020, sur lequel on a travaillé depuis déjà une bonne année et qu'on a présenté à l'Assemblée générale. Les grandes dimensions de ce programme CIGREF 2020, c'est d'une part de travailler sur nos fondamentaux, sur l'excellence opérationnelle et la mise en œuvre du numérique, c'est ce qu'on appelle le numérique en action, donc le partage d'actions concrètes entre les différents membres. Savoir-faire, expérience, partage. La deuxième priorité, c'est l'écosystème, c'est élargir nos relations et nos collaborations, à la fois avec le monde de la recherche et le monde académique. Pour nous, c'est très important de nous abreuver sur des études, des recherches qui ont été menées dans le monde entier pour avoir la compréhension des grandes tendances. Et d'autre part, une autre dimension d'ouverture, c'est sur les startups. Donc ce soir, on vient de le mentionner, avec une nécessité d'articuler le monde des startups qui ont des technologies et des usages des technologies extrêmement intéressants à proposer aux entreprises en général, pas simplement pour l'utilisation de l'IT, mais aussi pour nos métiers. Donc l'articulation doit se faire pour améliorer, accélérer cette collaboration entre les startups et les DSI. On dit souvent que le rôle du DSI change, chaque année il change. Le digital est venu bouleverser. On a l'impression même que se construit un système d'information digital à côté du système d'information traditionnel. Dans ce cadre-là, quel est le rôle du DSI? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être aussi juste une partie prenante de ce système d'information digital, ou est-ce qu'il peut, dans certains cas, être à la tête des deux systèmes d'information, le digital et le traditionnel? Alors, je ne pense pas tout à fait qu'on ait affaire à deux systèmes séparés. On a effectivement des modalités de mise en œuvre qui peuvent être assez différentes dans le monde numérique en général, surtout quand on parle marketing digital. En réalité, le rôle du DSI évolue au fil des technologies. Ça n'est plus simplement, je dirais, un technicien qui met en œuvre la technologie. C'est quelqu'un qui doit comprendre l'usage qui peut être fait de ces technologies pour apporter de la valeur au métier. Donc son positionnement, c'est à la fois de manière opérationnelle à gérer un système qui doit fonctionner 24/24, mais également à avoir la vision de l'utilisation de ces technologies sur le long terme et ce que ça peut apporter au métier. Donc c'est quelqu'un qui est à l'interface entre le métier, sa stratégie et les technologies. Bien identifier quelles sont les technologies qui peuvent être mises en œuvre et savoir les mettre en œuvre et les contrôler, les maîtriser. Alors les contrôler, vous pensez à quoi en particulier? Puisqu'on va vers un monde où la data aura de plus en plus d'importance, le contrôle pour vous sur cette data, est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Est-ce que ça fait partie d'un axe fort de réflexion du DSI? Alors ça s'applique à la donnée elle-même, donc conserver la propriété et l'utilisation correcte des données. C'est aussi la maîtrise de l'ensemble des outils numériques, puisque le système d'information est aujourd'hui extrêmement ouvert avec différentes plateformes, que ce soit en amont avec le cloud ou, je dirais, en aval auprès du client, du consommateur, de l'utilisateur. Donc on a un système qui est extrêmement ouvert, mais dont on doit conserver une certaine maîtrise, assurer sa sécurité, la fiabilité et la cohérence des informations. Donc c'est ça aussi le contrôle et la maîtrise du numérique. J'ai l'impression, quand vous le décrivez, peut-être je me trompe, que c'est un rôle très technicien. Et le problème du DSI technique, ça fait quelques années que j'écris sur la DSI, et j'ai souvent l'impression que le DSI est malheureusement pas pris au sérieux quand il s'agit de penser de nouveaux projets, changement de modèle économique. Il l'est dans 20% ou 30% des cas, mais est-ce que vous pensez qu'il ne devrait pas l'être plus évoluer vers ce rôle de business technologist, c'est-à-dire capable à la fois de dire l'impact d'une technologie sur un modèle économique? Caricaturons, quelqu'un qui arriverait dans sa société, qui pourrait dire comment ubériser sa propre société. Est-ce que c'est le DSI qui doit arriver avec ce type de profil? Alors justement, le DSI a un rôle qui évolue, comme je le disais.
il n'est plus simplement le technicien que vous semblez décrire. Il est effectivement dans un positionnement de bien comprendre la stratégie de l'entreprise et de mettre en œuvre les technologies qui y correspondent. Néanmoins, moi je suis convaincu que la plupart des DSI aujourd'hui, et de plus en plus ce sera le cas dans toutes les entreprises, le DSI a un rôle à la fois visionnaire et stratégique. Quand vous parlez d'ubérisation, pour moi c'est l'innovation à travers de nouveaux processus ou même de nouveaux business models. Et la plupart de mes collègues travaillent main dans la main avec les directions de la stratégie, du marketing, pour élaborer de nouveaux projets, de nouveaux business models. Alors bien évidemment, il faut savoir rêver, il faut savoir aussi expérimenter, parfois arriver à une impasse ou un échec, mais ça fait partie intégrante du rôle des DSI de définir une stratégie numérique. Alors on peut parler aussi de partenariat avec les CDO quand ce rôle existe dans les entreprises, mais chacun a sa place. Ce qui reste également pour le DSI, c'est cette nécessité de gérer la cohérence de l'ensemble, l'architecture de l'ensemble, et ça c'est son cœur de métier. Mais ça ne suffit plus. Il faut dépasser cette notion d'architecture et de maîtrise du système d'information opérationnel. Il faut apporter la valeur ajoutée à l'ensemble des métiers. Alors, deux autres questions. On dit souvent que le budget du DSI il est dépensé à 80% au début d'année, puisque c'est la maintenance, c'est les coûts récurrents, etc. Pour l'innovation, il y reste 20%. Comment on arrive à innover avec juste 20% dans le meilleur des cas? Alors, ce n'est pas tout à fait 80-20 quand même. C'est plutôt... suivant les études, 2 tiers, 1 tiers. Mais si on compte dans 1 tiers l'évolution des systèmes existants et les nouveaux projets qui sont faits de manière traditionnelle, effectivement, on arrive assez proche des 100%. Il ne reste pas beaucoup de place souvent pour l'innovation et ce que j'appelle personnellement la R&D du numérique. Pour moi, c'est fondamental que les entreprises qui savent développer de nouveaux produits, de nouveaux services dans leur chaîne de valeur traditionnelle, investissent dans leur R&D pour leurs produits et leurs services, mais elles doivent développer toutes aussi leur capacité à comprendre et à appréhender le numérique. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut faire de la veille, de la qualification des technologies, bien comprendre en quoi elles peuvent apporter au métier présent, mais en quoi elles peuvent aussi apporter des ruptures dans ces métiers. Donc la R&D du numérique n'est pas souvent prise en charge ni au sein de l'IT, ni au sein de la R&D. Et là, je pense que c'est un rôle qui doit se développer pour le DSI. Et d'où viendrait ce budget sur cette R&D du numérique? Alors aujourd'hui, c'est le budget de la DSI qui doit... Donc, comme vous qualifiez de très faible. Qui est aujourd'hui faible, justement. Comment l'ouvrir? Comment l'agrandir? En trouvant les technologies qui permettent d'optimiser les coûts sur le run, donc l'exploitation régulière des systèmes. Donc il y a des solutions aujourd'hui, on peut éventuellement parler du cloud qui est une option. Donc réduire les coûts unitaires sur l'exploitation, en revanche dégager des marges de manœuvre pour cette activité d'innovation. D'accord. Les relations avec les fournisseurs, est-ce qu'aujourd'hui justement l'introduction du modèle cloud, aussi l'existence de startups qui sont capables de délivrer des solutions à moindre coût face aux géants classiques et traditionnels qui sont les fournisseurs de la DSI, surtout dans les grands groupes. Est-ce que vous n'êtes pas soumis aujourd'hui à une pression trop forte, ne serait-ce qu'en coût de maintenance, et quand on ouvre un système d'information dans B2B vers le B2C, est-ce que le coût des licences n'explose pas? Est-ce que c'est pas quelque chose, c'est pas un des freins principaux aujourd'hui à dégager des marges de manœuvre? Alors c'est un sujet de préoccupation et de travail avec nos principaux partenaires, principaux fournisseurs. D'autres voies sont possibles. Et c'est aussi ça qu'on essaye d'explorer avec le SIGREF, les groupes de travail en particulier sur les outils et les méthodes de développement, sur l'open source, qui est une alternative extrêmement solide aujourd'hui pour la plupart des entreprises ou administrations dans des secteurs bien définis probablement, mais des domaines informatiques bien définis. Mais c'est une alternative aujourd'hui qui est explorée par la plupart des grandes entreprises. Et bien évidemment, ce qu'on souhaite, c'est rééquilibrer cette relation avec les fournisseurs et avoir une discussion apaisée.
Très bien. J'ai quand même le sentiment que les startups peuvent vous aider à bousculer totalement ce phénomène-là. Est-ce que vous avez aussi l'impression qu'elles peuvent vous aider à faire changer la politique tarifaire justement des grands fournisseurs? Alors sur certains domaines, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'appuyer sur certaines startups plutôt que de s'appuyer sur les grands éditeurs de logiciels, par exemple. Mais c'est également des moyens de développer l'innovation encore plus, de s'inspirer de ces modes de fonctionnement des startups au sein de nos activités DSI. Et de procurer, justement, vous parliez d'un budget qui serait alloué à l'innovation. Je pense que c'est là qu'on peut travailler intelligemment avec finalement des dépenses pas phénoménales par rapport à d'autres postes budgétaires et qui peuvent nous emmener sur des territoires extrêmement innovants pour nos métiers, mais aussi pour la DSI, pour en interne optimiser nos modes de fonctionnement et nos coûts. D'accord. Dernière question. À votre avis, quelles sont les préoccupations, 3 préoccupations principales actuelles des DSI que vous pouvez rencontrer? Alors d'une manière générale, parce que c'est difficile de donner les préoccupations de l'ensemble des DSI, mais d'une manière générale, on se focalise sur l'innovation, et l'innovation métier plus que l'innovation technologique pour la DSI. Évidemment sur l'efficacité opérationnelle, parce qu'on est sous tension 24/24, il faut que le système fonctionne. L'ensemble des métiers aujourd'hui est complètement dépendant des systèmes d'information, donc il faut que ça fonctionne. Et le 3e élément, c'est vis-à-vis de nos collaborateurs, de leur fournir les outils de collaboration et tout l'environnement qui permettent à l'entreprise d'être beaucoup plus fluide, de travailler en transverse et d'être dans une organisation beaucoup plus moderne et casser les modèles hiérarchiques traditionnels. Vous avez parlé d'innovation métier sur lequel vous étiez plus attentif peut-être que sur l'innovation type technologique. Par exemple, vous seriez moins intéressé par une innovation type Docker que par une innovation du type moteur de prédiction sur les ventes en ligne des Silor. Mais il faut... Alors, je ne parle pas des Silor. Non, excusez-moi, donc, on coupera. Vous seriez plus intéressé, vous, en tant que DSI, par une innovation de type... non, pas une innovation de type Docker, qui est pourtant au cœur des processus, mais plus par une innovation de type prédiction des ventes sur un site web. Alors, je pense qu'il faut voir la valeur métier. La valeur qu'on va pouvoir apporter avec une technologie pour le fonctionnement de la DSI est certainement moindre que la valeur qui peut être apportée par une technologie ou une utilisation particulière de la technologie pour nos métiers. Si ça développe les ventes 10 fois plus que de réduire les coûts de 10% sur le budget informatique, c'est vers le métier qu'il faut se tourner. Donc l'innovation pour le métier est pour moi beaucoup plus importante que l'innovation qu'il faut bien sûr également faire pour l'interne de la DSI. C'est très important ce que vous dites, parce que ça veut dire que pour une édition, une suivante édition de Startup et DSI, vous seriez plus preneur de startups venant sur des solutions métiers que sur des solutions IT. Alors les deux sont intéressants, comme je dis, mais je pense qu'une vraie valeur et une fonction de la DSI qui est probablement amenée à se développer, c'est justement d'apporter la valeur pour les métiers avec les technologies numériques. Le département qui connaît mieux ou qui va connaître mieux ces technologies numériques, c'est la DSI. Et la direction générale se tourne vers la DSI pour bien comprendre ce qu'on peut faire de ces technologies. Et c'est là que le DSI doit être préparé non seulement à apporter des idées, mais à être très réactif dans la mise en œuvre de ces technologies. Parce que le jour où le directeur général aura compris qu'on avait une opportunité sur le développement d'un nouveau business ou d'un nouveau modèle d'affaires, à ce moment-là, il va falloir que l'exécution de cette stratégie soit rapide. Donc si on n'a pas fait la qualification et joué avec ces technologies auparavant, je rejoins la R&D du numérique, on va essuyer les plâtres, on ne va pas toucher. Donc il est extrêmement important de faire ce travail en amont. Et dernière question, est-ce qu'il y a un point que je n'ai pas abordé qui vous semble intéressant et important de mentionner? On n'a pas parlé des relations avec le secteur académique et recherche. Je pense que là aussi, c'est un axe qu'on souhaite développer avec le SIGREF pour être
bien en phase quand on produit des ingénieurs et dans tous les métiers, avoir des talents. Alors comme je disais, il faut produire les talents de demain, adaptés au numérique, mais c'est aussi les talents du numérique qu'il faut produire. Donc je pense que là, le SIGREF doit travailler un peu plus de manière rapprochée avec les grands instituts de formation, universités, grandes écoles, de manière à bien être aligné sur les besoins de l'entreprise et les modes de formation. Est-ce que le SIGREF a un avis sur l'école 42 ? Alors on est preneur de tout type d'initiatives qui permettent de développer des talents dans le domaine du système d'information et du numérique en général. Donc on n'a pas d'avis particulier sur l'école 42, mais tout ce qui favorise l'émergence de talents, on est preneur. Pourquoi y a-t-il aussi peu de femmes dans l'IT ? Alors, le problème n'est pas simplement dans l'IT, il est beaucoup dans les matières techniques et scientifiques, et on le voit, ça démarre dès le lycée. Donc on a un travail de fond pour valoriser ces filières auprès du genre féminin, mais on est persuadé également que la mixité ou la diversité dans le monde de l'IT est extrêmement importante. Donc là aussi, on engagera des actions probablement, mais il faut aussi que le vivier se diversifie. Merci beaucoup, M. Duvernay. Merci.